Terrain social. Hugues Chevarin. Christophe Blanchard. Christophe Blanchard, docteur en sociologie et maître de conférences en sciences de l'éducation à l'université Sorbonne Paris-Nord. Ses recherches portent sur les problématiques entourant les personnes vulnérables ainsi que sur les questions sociopolitiques relatives aux animaux domestiques. En ces temps de pandémie et de violence ordinaire, une partie de la population française est doublement invisible et isolée, les sans-abri et leurs animaux. À l'heure où nos sociétés occidentales légifèrent sur le bien-être animal, Terrain social s'intéresse aujourd'hui à la relation plus complexe qu'on ne le croit qui unit les sans-abri et leurs animaux. Terrain social. Bonjour Christophe Blanchard. Bonjour. Dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 et donc d'un plus grand isolement, n'est-il pas, plus que jamais, urgent de parler des sans-abri et de leurs animaux ? Alors, c'est vrai que la pandémie de la Covid-19 touche et rend encore plus problématique la situation des personnes vulnérables. Parmi celles-ci, les sans-abri je crois, font partie des grands oubliés en fait de cette pandémie parce que l'urgence sanitaire et sociale nous incite à finalement à éluder leur réalité encore plus. Et parmi les grands exclus que sont les sans-abri, les personnes qui ont des animaux, donc à la rue, sont encore plus impactées parce que on considère qu'ils ne sont pas forcément les plus prioritaires, surtout que les personnes sans-abri avec animaux et avec chiens notamment sont souvent assez jeunes. Donc la pandémie actuelle, finalement, on dit souvent qu'elle touche prioritairement les personnes vulnérables mais âgées. Donc vous imaginez bien que les personnes jeunes à la rue accompagnées de chiens ne sont pas immédiatement la priorité des pouvoirs publics. Avant qu'on en vienne aux résistances sous toutes leurs formes, est-ce qu'on peut déjà un peu éclairer quels sont les rapports entre les sans-abri et leurs animaux ? Alors, les rapports entre les sans-abri et leurs animaux sont des rapports extrêmement forts, extrêmement fusionnels. C'est-à-dire que les sans-abri qui possèdent des animaux à la rue projettent énormément de choses sur leurs compagnons d'infortune que sont finalement leurs animaux. Donc, ce sont des rapports de confiance absolue que possèdent les propriétaires vis-à-vis de leurs animaux de compagnie, souvent des chiens. Un rapport fusionnel parce que ces animaux souvent sont eux-mêmes issus de la rue, sont nés dans la rue en fait. Donc on grandit à proximité de leurs propriétaires dès leurs premiers pas dans la rue. Donc il y a un lien extrêmement étroit, extrêmement dense qui se construit entre le propriétaire et son animal, mais aussi entre l'animal et son propriétaire. Donc ce sont moi j'appelle ça un binôme, un binôme qui ne se sépare jamais, ils vivent 24 heures sur 24 ensemble. Donc cette fusion est assez atypique, je dirais, même dans le monde commun des propriétaires et de leurs animaux de compagnie. Il est rare qu'on vive 24 heures sur 24 avec son chien ou son chat. Dans la rue, les personnes qui vivent avec leurs animaux vivent en permanence avec eux. Y a-t-il des sans-abri qui, du fait des circonstances, soient obligés d'abandonner leur chien ? Et quelles conséquences ? Du moins, est-ce que cela arrive ? Effectivement, il peut arriver que, contraint par les circonstances, une personne sans abri soit contrainte non pas d'abandonner son chien, mais de s'en séparer, je dirais. Les sans-abri que j'ai étudiés n'abandonnaient jamais leur chien. Ils étaient de temps en temps obligés de s'en séparer lorsqu'ils étaient, par exemple, obligés d'aller à l'hôpital
lorsqu'ils étaient obligés de faire des démarches administratives un petit peu contraignantes, lorsqu'ils étaient parfois interpellés par les forces de l'ordre. Mais si vous voulez, il existe une solidarité du groupe, c'est-à-dire que le groupe des personnes à la rue accompagnées de chiens forme une sorte de petite communauté, en fait, avec de grosses solidarités et des alliances entre les propriétaires d'animaux, en fait. Et du coup, lorsqu'un sans-abri est contraint ponctuellement de se séparer de son animal, il est pris en charge bien souvent par une personne du groupe qui finalement pallie l'absence du maître. Voilà. Mais il est rare, en tout cas, que les sans-abri abandonnent leurs chiens. Encore une fois, il faut imaginer que ce sont des animaux qui bien souvent sont nés dans la rue et qui sont issus de lignées presque animalières issues de la rue. Donc, abandonner un chien ou un chat, je dirais, pour eux, est difficile à concevoir. Quand Johan Sévère, fondateur de l'association Gamelle Plaine à Caen, qui lutte contre l'exclusion sociale des sans-abri, en aidant leurs animaux, et quand il dit « l'animal est une bouée de sauvetage contre la noyade sociale », comment analysez-vous cette formule ? Je souscris totalement à la formule de Johan Sévère, parce que lorsqu'il parle de bouée contre la noyade sociale, il pointe le fait que l'animal de compagnie à la rue permet à la personne de se décentrer finalement d'elle-même, de son mal-être, pour s'occuper finalement d'un autre être vivant. Et en faisant ça, elle s'oblige elle-même à mieux être vigilante vis-à-vis d'elle-même pour être vigilante vis-à-vis de l'autre être vivant qu'est le chien ou le chat. C'est-à-dire que dans la rue, on le sait, il y a beaucoup de comportements addictifs parfois, beaucoup d'alcoolisation ou de prise de drogue. Moi, dans mes enquêtes de terrain, j'ai constaté que les propriétaires d'animaux et de chiens en particulier étaient beaucoup plus soucieux, disons, et beaucoup moins addicts à des produits en permanence parce qu'ils m'expliquaient qu'ils avaient comme obligation presque morale de s'occuper aussi dans la journée de leurs chiens, de les nourrir, de les soigner, etc. Et du coup, ce décentrement les obligeait finalement à être un peu plus respectueux d'eux-mêmes. Donc, quand Johan Sévère parle de bouée presque contre le naufrage social, c'est que le chien permet de se réancrer dans le monde, je dirais. Les sans-abri ne font-ils pas la démonstration que la relation homme-animal est indispensable et qu'elle est porteuse de liens que la société humaine n'est peut-être pas capable de fournir ? Alors, il le rappelle effectivement, d'autant plus explicitement que les personnes à la rue accompagnées d'animaux sont extrêmement visibles puisque leur situation à la rue les expose au regard de l'autre, de la société. Et donc, du coup, dans leur relation avec leurs animaux de compagnie, ils rappellent effectivement des choses qui peuvent sembler communes, mais que nous sommes certes des êtres humains, mais rattachés aux autres êtres vivants qui nous aident parfois à avancer, à évoluer. Donc c'est extrêmement significatif leur façon d'être. Le problème, c'est que, je dirais, malheureusement, leur situation n'est pas très bien comprise toujours de la population et des pouvoirs publics qui ne perçoivent pas toujours ce mieux-être que leur confèrent leurs animaux. Pourquoi tant de résistance opposée à la présence des animaux dans les refuges ouverts aux sans-abri ? Je pense que ces résistances sont liées à des fantasmes et de la méconnaissance d'une bonne partie
de la population qui projette ses propres peurs en fait de l'autre. C'est-à-dire un sans-abri fait peur, un sans-abri renvoie à certaines personnes à le pendant de la personne désocialisée, un peu sauvage, ensauvagée, qu'on ne souhaite pas être. Des personnes imaginent justement qu'un sans-abri est incapable de s'occuper d'un autre être vivant, qu'un sans-abri serait un maltraitant en puissance et qu'il ferait subir à son animal forcément des choses inacceptables. J'entends souvent des personnes, où je lis sur des forums, il existe des pétitions en ligne, il faut imaginer sur Internet, de gens qui demandent le retrait immédiat des animaux aux sans-abri parce qu'ils considèrent que les animaux n'ont pas à vivre dehors, par exemple. Donc je crois que c'est lié à une sorte d'angoisse collective et surtout une méconnaissance de l'univers des sans-abri. Comment faire évoluer, selon vous, le regard sur l'importance du lien existant entre les sans-abri et leurs animaux, et quelle place, on va dire, pour le monde associatif dans l'aide aux sans-abri ? Alors, pour faire évoluer ce regard, je pense qu'il faut beaucoup de pédagogie, en fait, et beaucoup de communication pour mieux expliciter qui sont ces personnes et qui sont leurs animaux. Votre émission, par exemple, contribue à mieux faire connaître cette réalité. Et le monde associatif, je pense, commence à être sensible à cette question. Vous avez cité tout à l'heure Johan Sévère et son association Gamelle Plaine, par exemple. Le monde associatif essaye de faire bouger les lignes pour sensibiliser non seulement l'opinion publique, mais également les politiques et les institutions pour que les lignes bougent. Donc je pense que c'est un travail, disons, sur le long terme, c'est un travail collectif, c'est un travail pédagogique, mais j'espère et je pense que les choses commencent un peu à bouger progressivement et qu'on va vers des prises en charge mieux adaptées pour toutes ces personnes et leurs animaux. Est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics, si je puis dire, sont mûrs pour entendre enfin ce discours ? Je le souhaite de tout mon cœur parce que c'est vrai que c'est une problématique qui existe depuis plus de 30 ans dans notre pays, mais j'ai l'impression que depuis, disons, une dizaine d'années, et les choses évoluent encore une fois grâce à l'action conjointe de quelques chercheurs, du milieu associatif qui est souvent beaucoup plus sensible et beaucoup plus à la pointe que la technocratie institutionnelle qui est assez rigide avant de faire évoluer ces pratiques. Donc, je pense que les choses réellement sont en train de changer et elles sont d'autant plus en train de changer qu'il y a une sensibilité accrue actuellement dans notre pays par rapport aux questions animales. La législation est en train de changer actuellement. Je souhaite juste que ce changement d'approche puisse se concilier aussi avec la bienveillance nécessaire aux personnes les plus vulnérables qui malheureusement continuent à être extrêmement présentes sur les trottoirs de nos villes. Merci Christophe Blanchard. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Vous avez publié en 2014 « Les maîtres expliqués à leurs chiens, essais de sociologie canine » aux éditions La Découverte. Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.